Rebonjour à toutes et à tous. Le grand oral santé des candidats se poursuit cet après-midi. On va accueillir dans quelques petites secondes non pas un candidat, mais Olivier Véran, qui est le ministre des Solidarités et de la Santé, qui va représenter le candidat Emmanuel Macron, qui présente lui-même son programme cet après-midi. J'accueille donc sur scène pour nous rejoindre Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Olivier Véran, que nous attendons donc pour nous présenter. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le principe, donc, sur 10 minutes, les propositions sur santé du candidat Emmanuel Macron. Et puis on répondra également aux questions des professionnels de santé après ces 10 minutes de présentation. C'est à vous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Frédéric Valtou, Mesdames, Messieurs, d'abord je remercie la FHF de son invitation. C'est évidemment un plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui comme représentant du candidat Emmanuel Macron pour partager avec vous ce que sont pour nous les principaux enjeux en matière de santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite une nouvelle fois vous dire ma gratitude à vous tous, soignants bien sûr, médecins hospitaliers, libéraux, étudiants en santé, chercheurs, universitaires, directeurs d'établissements, agents des ARS et de l'assurance maladie. Ce que vous avez fait depuis un peu plus de 2 ans est proprement exceptionnel. J'ai parlé des hussards blancs de la République ces derniers mois parce que oui, la communauté soignante, dans la très grande diversité de ses composantes, est un pilier de notre pacte social. Nous avons vécu une période hors norme, je sais que vous ne l'oublierez jamais, et croyez-moi, moi non plus. Il y a 5 ans, le candidat Emmanuel Macron avait pris devant vous des engagements. Voltaire disait que le risque d'ennuyer, c'est de vouloir tout dire. Et nous sommes ici réunis pour parler de l'avenir. Aussi, je ne vous ferai pas un bilan exhaustif des engagements qui ont été tenus. Mais parce que je crois fondamentalement que les preuves d'amour peuvent conforter la confiance que l'on accorde aux promesses. Voici tout de même quelques-unes de nos réalisations et ce que nous voulons amplifier dans les années à venir. En matière d'accès aux soins d'abord, et suivant le constat qui a été partagé très largement au début du mandat dans le cadre de Ma Santé 2022, je rends hommage à ma prédécesseur, nous avons supprimé le numerus clausus, qui depuis 50 ans empêchait des étudiants français d'apprendre la médecine en France, quand dans le même temps les déserts médicaux se creusaient. C'est 30% de médecins en plus formés désormais chaque année par rapport au début de la mandature. Nous avons doublé le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles, de centres de santé. Nous avons identifié et créé déjà plus de 600 CPTS sur tout le territoire pour faciliter l'exercice coordonné. Nous avons déployé plus de 2000 assistants médicaux pour libérer du temps médical, avec un gain estimé de 500 000 consultations par an déjà. Nous avons développé les infirmières de pratique avancée, facilité les coopérations interprofessionnelles dans le domaine de l'optique, de la cancérologie. Nous expérimentons désormais l'accès direct pour certaines professions, dans certaines conditions, tout en consacrant bien sûr le médecin traitant dans son rôle de pivot. Nous déployons les services d'accès aux soins, les fameux SAS, pour faciliter l'accès aux soins non programmés. Nous faisons reculer le renoncement aux soins pour raisons financières, en déployant notre peut-être plus belle promesse de 2017, qui était le reste à charge zéro, le 100% santé. Plus de 10 millions de nos concitoyens en ont déjà bénéficié, et nous avons renforcé la complémentaire santé solidaire. Alors, et demain ? Demain, nous devons poursuivre les mouvements engagés, nous devons les amplifier, lever les freins dont vous nous faites part, faire reculer les déserts médicaux en nous appuyant sur les coopérations entre professionnels, sans brusquer, sans évidemment rogner sur la sécurité, aborder en face les enjeux immédiats en matière de permanence et de continuité des soins. Pour ce faire, nous comptons sur vous, sur vos idées, votre perception des enjeux et voies à suivre, et votre capacité à travailler ensemble. Cela se fera dans le cadre d'une grande conférence des parties prenantes qui associera bien sûr tous les professionnels de santé, les collectivités territoriales, mais aussi, faut-il le préciser, les représentants des usagers eux-mêmes. Je dis ça alors que nous venons de fêter les 20 ans de la très belle loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Évidemment, qui dit cette grande réunion, ce grand travail, 10 moyens qui seront mis sur la table et les questions des rémunérations, notamment pour l'exercice libéral, seront abordées. L'offre de soins, c'est donc l'une des dimensions essentielles de nos politiques de santé, mais vous ne m'en voudrez pas de rappeler qu'elle n'est pas la seule, même si j'imagine que beaucoup de recettes miracles vous ont été ou vous seront adressées par celles et ceux qui vont se succéder à cette tribune. En matière de prévention, nous avions parlé de révolution de la prévention en 2017. Qu'avons-nous fait ?
Le service sanitaire, pour les étudiants en santé, plus de 200 000 jeunes déjà mobilisés pendant le quinquennat, qui ont permis de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, tout en apprenant déjà à travailler ensemble. Je pense aussi à la lutte que nous menons contre des grands facteurs de risque de maladie, l'obésité avec le Nutri-Score, la taxe sur les sodas et bientôt les 30 minutes de sport dans les écoles. Je pense au tabac. Nous avons réalisé la promesse de monter le prix du paquet à 10 € et démocratiser des moyens de sevrage. C'est aussi la prévention de la perte d'autonomie avec le plan anti-chute qui a été présenté par Brigitte Bourguignon, le plan 1000 jours d'Adrien Taquet avec la consultation pré- et post-natale pour éviter un certain nombre de complications, notamment psychologiques dans cette période. La stratégie décennale contre le cancer présentée par le président de la République, dotée de moyens ambitieux, notamment en matière de dépistage. Si on parle du VIH, par exemple, la PrEP est désormais possible en primo-prescription en médecine de ville. On peut se faire dépister gratuitement, sans ordonnance, en pharmacie ou en laboratoire. Nos enfants sont mieux protégés grâce à la vaccination obligatoire. La santé des femmes a été inscrite dans le cadre de la grande cause quinquennale. Elle a progressé. Le plan endométriose, la contraception gratuite jusqu'à 25 ans révolue, l'allongement du délai d'IVG, la lutte contre la précarité menstruelle. À l'avenir, nous devrons poursuivre cette dynamique avec un plan de santé ambitieux autour de la santé des femmes. Infertilité, ménopause, postpartum sont autant d'étapes clés insuffisamment prises en compte. Nous lèverons donc les tabous et apporterons des réponses concrètes via une approche globale, préventive et curative. À l'avenir, nous devons aller plus loin aussi dans le domaine de l'éducation à la santé. Et je vous le dis comme je le pense, l'école doit s'ouvrir davantage au monde de la santé, parce que les réflexes, les bons réflexes acquis pendant la petite enfance et lors de l'adolescence, sont des réflexes que l'on garde toute sa vie. Trop d'enfants souffrent par exemple de troubles de l'apprentissage, encore dépistés trop tard ou mal suivis. On n'en fera jamais trop en matière de prévention. Aussi, nous mettrons en place des bilans de santé complets et gratuits aux âges clés de la vie. Il y a ce que nous avions prévu de faire, et il y a ce que les circonstances nous ont amenés à faire. Je veux évidemment parler de la crise sanitaire et ses conséquences sur notre système de santé, et notamment sur l'hôpital. Bien avant la crise, un diagnostic a été fait dès 2017 qui a conduit à amorcer des transformations majeures. La part de la tarification à l'activité ramenée à 50%, le boost sur le financement à la qualité, un Ondam hospitalier promis pour être porté à un niveau plus élevé que lors du quinquennat précédent, un plan national pour les urgences. La pandémie a montré les grandes forces de notre système hospitalier, sa grande modernité aussi, capable de déployer dans l'urgence des trésors de courage et d'imagination pour faire face aux vagues successives. Elle a aussi montré l'urgence, après trop d'années de politique de rabot, à changer de trajectoire et de braquet. Oui, nos soignants ne sont pas suffisamment payés. 10 milliards d'euros de revalorisation pour plus d'1,5 million de salariés des hôpitaux et des cliniques, c'est historique. Oui, nos hôpitaux, nos EHPAD sont vétustes. 19 milliards d'euros pour désendetter, moderniser, numériser, reconstruire plus de 3000 établissements sur tout le territoire, avec un effort particulier pour les territoires ultramarins. Oui, la perte de sens accélère les départs des hôpitaux, aggrave les pénuries qui se sont installées. Et le Ségur, c'est aussi une vision plus déconcentrée de l'organisation des pôles, des services, de la qualité de vie au travail, de la gouvernance. Beaucoup reste encore à faire pour répondre pleinement aux aspirations des professionnels. Nous le ferons avec vous. Redonner du sens, c'est aussi augmenter les moyens. Nous formons 20% de soignants paramédicaux en plus cette année et nous augmenterons, suite à un accord obtenu avec les régions, de 13 500 les places d'IFAS et d'IFSI d'ici à 2025. Au-delà, nous développons l'apprentissage pour certaines professions paramédicales. J'ai envie de dire enfin, après 4 000 en 2021, ce seront 10 000 paramédicaux qui seront formés par apprentissage en 2022. Nous facilitons aussi les passerelles métiers. Une aide-soignante pourra devenir, je l'ai annoncé hier, infirmière en 2 ans au lieu de 3, avec des formations spécifiques et un recrutement particulier. Cette évolution des compétences et des parcours, cette capacité à occuper des fonctions managériales à différents moments de sa carrière, permettent d'éviter des carrières trop figées qui peuvent parfois décourager. Un autre domaine, si vous me le permettez, l'expression bénéficier de ce que nous avons vécu depuis 2 ans, je veux parler du numérique en santé, la télémédecine, 1 million d'actes par semaine contre 10 000 en 2017. La télésurveillance, nous visons 1 million de malades suivis, peut-être même davantage, avec un accent particulier sur la santé mentale, la cancérologie, en plus des maladies chroniques. Le Ségur de la santé, ce sont 2 milliards d'euros pour sécuriser l'accès numérique à la santé, rendre le citoyen acteur, lutter contre la cybercriminalité,
rendre enfin interopérables les systèmes d'information. Enfin, l'espace numérique en santé permet désormais à chaque citoyen, il le permettra encore plus demain avec son enrichissement progressif, d'accéder de manière fiable, sécurisée à ses données de santé et aux professionnels d'échanger, facilitant ainsi les logiques de parcours. C'est la carte vitale du XXIe siècle. La crise sanitaire a enfin mis en exergue la nécessité absolue de retrouver de la souveraineté en matière de santé. Ça, dès le début du quinquennat, nous avons assumé une rupture dans la manière de valoriser les produits de santé et les industriels qui développent ces produits. Le changement d'état d'esprit était antérieur à la crise. Il a été accentué, évidemment, avec la crise. C'est devenu une évidence pour nos concitoyens. Nous devons retrouver de la souveraineté. Pour refaire de la France une grande nation de l'innovation, un plan inédit Santé 2030 prévoit 7 milliards d'euros pour soutenir la recherche à l'hôpital, propulser les entreprises en santé, relocaliser les industries, faire de notre pays un fleuron en matière de biothérapie, de santé numérique, de lutte contre les maladies infectieuses. Un dernier mot pour parler des enjeux en matière de santé environnementale. Là aussi, la crise sanitaire nous pousse à porter un regard nouveau sur ces enjeux, mais je pourrais aussi citer la baisse constatée de la fertilité régulière dans les pays occidentaux. L'Union de la santé à l'échelle européenne s'engage résolument dans une vision qu'on appelle One Health, une seule santé, qui combine les expertises en matière de santé humaine, animale, environnementale. Pour vous citer un exemple, la lutte contre l'antibiorésistance, qui est une véritable pandémie silencieuse, est l'un de ces grands défis. Mesdames, Messieurs, je ne reviens pas sur tout ce qui a été fait, qui change en profondeur la vie des Français, la création de la 5e branche pour accompagner le virage domiciliaire et répondre aux souhaits des Français de mieux vieillir chez eux, le remboursement, le 5 avril, à compter du 5 avril, des consultations chez les psychologues pour tous les Français. Nous savions que notre protection sociale était un bien précieux, la crise nous l'a rappelé chaque jour. Je pense à la gratuité d'accès aux tests, aux vaccins, aux politiques d'aller vers, qui nous ont permis d'atteindre l'un des plus hauts taux de vaccination au monde. Nous pouvons en être fiers, nous devons préserver cette chance. Ce qui changera demain dans la vie des Français en matière de santé, c'est la concrétisation de ce que nous avons engagé ces derniers mois, ces dernières années. J'ai parlé de l'exercice coordonné, de la fin du numerus clausus, de la prévention à tous les étages. Nous poursuivrons dans cette même dynamique, avec les mêmes ambitions, dans un pays qui regarde plus que jamais la santé comme ce qu'elle a toujours été, notre bien le plus essentiel. C'est pourquoi le président de la République, aujourd'hui candidat, souhaite de faire de la santé l'un des grands chantiers du quinquennat à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Véran. Place à présent aux questions des professionnels de santé, questions qui ont été réalisées par Sciences Po Lille, questions qui ont été tirées au sort. On va écouter celles qui vous est adressées tout de suite. Écoutons. Professeur Bertrand Coulet, 54 ans, PUPH en chirurgie orthopédique au CHU de Montpellier. Avec la crise Covid, notre bloc a été en partie transformé en réanimation et depuis 2 ans, il n'a fonctionné à 100% que 6 mois. Les déprogrammations et la priorisation des activités de recours ont eu un impact majeur sur nos missions de soins, mais aussi la formation et plus grave, elles ont humainement désorganisé nos équipes. Depuis 1958, les hôpitaux publics et plus particulièrement les CHU sont devenus un élément central de notre système de santé avec une triple mission, l'enseignement et la recherche, mais aussi les soins pour tous, de toutes les pathologies et à tout moment. Fer de lance, mais aussi première ligne en cas de crise et de situations complexes, nous rencontrons des points de rupture parfois criants. La saturation chronique de nos urgences en dehors des heures ouvrables ou pour des pathologies lourdes et des patients fragiles. Qui plus est, pressés par des contraintes économiques légitimes, les hôpitaux publics ne parviennent plus à rester au contact de tous et, plus inquiétant, peinent à susciter des vocations. Quelle place donner aux hôpitaux publics en général et aux CHU en particulier dans le système de santé de demain, au quotidien, mais aussi en période de crise? Et comment rendre attractives et performantes des structures en surcharge permanente? Olivier Véran. J'ai 5 heures ? Non, il ne nous reste plus que 16 minutes, précisément. D'abord, redire que l'hôpital est puissamment moderne. À contrario de tout ce qu'on peut entendre parfois sur un hôpital qui serait rigide, il est moderne. Multiplier par 2 les lits de réanimation, par 3, par 6 parfois dans les territoires ultramarins, transformer des blocs opératoires, être capable de casser les silos entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social, d'organiser avec les cliniques, avec le monde de la santé en ville, avec les usagers, des réunions de coordination pour voir comment identifier des files actives de patients, qui peut faire quoi au bon moment. Ça, c'est le signe d'un hôpital qui est à maturité.
Alors, les raisons de la souffrance de l'hôpital public, elles sont nombreuses, elles sont connues, je n'y reviens pas en détail. Le manque de personnel, évidemment. Beaucoup d'ailleurs d'unités ne fonctionnent pas à plein parce qu'il manque d'infirmières. Les services de santé mentale manquent de psychiatres, on manque d'infirmiers de bloc opératoire. C'est pourquoi nous recréons de l'attractivité avec les salaires, avec les modalités de gouvernance qui sont changées, redonner du sens, recréer les services hospitaliers, donner de nouvelles missions, reconnaître de nouvelles compétences aux soignants qui exercent à l'hôpital, ne surtout pas perdre le fil du sens retrouvé pendant la crise Covid. Où ça, partout où je suis allé, tout le monde me l'a dit, pendant le Covid, nous avions tous les yeux figés rivés vers la même direction. Il n'y avait pas de divergence entre les directeurs et le corps médical et les soignants. Eh bien, c'est cet esprit de coopération qu'il nous faut absolument maintenir et préserver. L'hôpital, il a un rôle de proximité, c'est fondamental, avec des missions de proximité. Il a également un rôle d'expertise, je pense notamment au CHU, qui doivent participer à la structuration des deuxièmes et des troisièmes recours sur le territoire. L'hôpital aussi a un rôle, et notamment le CHU, des régulateurs démographiques, avec les postes partagés, avec les consultations avancées, avec les stages hors CHU pour les étudiants en santé. Nous devons donner des perspectives en CHU aux enseignants-chercheurs. Nous avons commencé à faire avec le Ségur. Nous devons aller au bout de la fameuse réforme des retraites pour avoir un système de retraite plus juste pour les PUPH, et nous le ferons. C'est une évidence. Il faut aussi repenser la formation pour l'adapter aux enjeux nouveaux. Je pense à la formation par simulation. C'est absolument fondamental, renforcer le compagnonnage, l'apprentissage interprofessionnel, bref, il y a beaucoup de choses. Il faut donner envie aux jeunes de s'installer à l'hôpital. Une jeune étudiante qui a quitté le cursus infirmier il n'y a pas longtemps me disait qu'elle n'avait pas eu le sentiment d'être suffisamment accueillie, reconnue quand elle est arrivée à l'hôpital. Donc l'hôpital doit montrer ses plus beaux atours, notamment auprès de la jeunesse, pour leur donner envie de s'inscrire dans cet exercice. En tout cas, comptez sur nous pour continuer de conforter et de lever les contraintes budgétaires et de changer ce regard, ce procès en hospitalocentrisme qui a duré pendant des années, pour ne pas dire des décennies, et qui fait qu'on avait le sentiment que des hôpitaux pouvaient disparaître. Juste pour terminer, quand je vais par exemple à Brignoles pour annoncer 5 ou 6 millions d'euros pour réinvestir dans un hôpital, ce que les soignants m'ont dit là-bas, la première réaction qu'ils ont eue, c'était pas de se dire on va avoir un outil de travail moderne avec une salle de bain par chambre. Ils auraient pu le dire, ils avaient une salle de bain pour 22 malades. Non, ils ont dit ça veut dire qu'on va survivre. Moi, je ne veux pas de soignants qui travaillent dans un hôpital et qui se posent la question de savoir si nous avons besoin d'eux dans 10, dans 20 ou dans 30 ans. Nous avons non seulement besoin d'eux, mais nous avons besoin d'embaucher plus, d'ouvrir davantage de lits, de repenser les filières là où c'est nécessaire. Allez, on passe à la deuxième question des professionnels de santé. On écoute. Bonjour, je suis Liliane Morellec. Je demeure à Noisy-le-Roi. Je suis représentante de l'Île-de-France à APF France Handicap. Je suis en situation de handicap avec l'impossibilité de travailler. Je ne perçois que l'allocation adulte handicapé qui est de 903 € par mois, qui est mon seul revenu d'existence. Je suis amenée à faire un choix sur les soins, voire même à y renoncer. Le renoncement aux soins chez les personnes handicapées, je le rencontre dans mon association au quotidien. Vivre sous le seuil de pauvreté multiplie de 1,6 le risque de renoncement aux soins. Le handicap est un facteur aggravant. Les personnes en situation de handicap renoncent 2 fois plus aux soins que les autres. Comment comptez-vous faire pour améliorer notre condition de vie et diminuer notre risque de renoncement aux soins ? Votre réponse. Alors d'abord, est-ce que les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés pour accéder aux soins? La réponse est oui. Est-ce que c'est fréquent? Oui. Beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas de médecin traitant. 24% d'entre elles renoncent à des soins pour raisons financières. C'est l'étude qui a été faite par un institut qui s'appelle Handifaction. Est-ce que la crise sanitaire a accentué ce phénomène? Probablement, sans aucun doute. Est-ce que ça a des conséquences sur l'état de santé des personnes avec handicap? Oui, puisque, en plus du reste, les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins complémentaires, supplémentaires en matière de dépistage, de prise en charge psychologique, de prise en charge de la douleur ou de rééducation. Quels sont les freins qui sont identifiés? Encore un manque d'accessibilité physique à différents lieux de soins, c'est vrai. Manque de matériel et d'équipements adaptés. Manque d'accessibilité de certains transports en commun et même de certains traitements spécifiques par moment. Inaccessibilité pour certaines formes de handicap à la e-santé.
Formation initiale et continue, probablement encore insuffisante d'un certain nombre de professionnels de santé et déploiement inégal sur le territoire national de dispositifs adaptés aux situations de handicap. Nous avons fait beaucoup sur le handicap en un quinquennat. D'abord, nous avons augmenté de 100 € l'allocation adulte handicapé. Nous avons lancé la mise en accessibilité de tous les supports de santé publique pendant la crise sanitaire. C'est vrai, c'est vérifiable. Nous avons créé l'obligation d'un référent handicap dans tous les établissements de santé et dans toutes les structures de médecine d'urgence. Nous avons expérimenté l'accès à la médecine de ville des personnes accompagnées par les établissements et services. Nous développons pour 15 millions d'euros des consultations dédiées, ce qu'on appelle les handiconsultes. Nous avons mis en place un forfait gratuit pour intervention précoce auprès d'enfants souffrant d'autisme ou de troubles neurodéveloppementaux. Et dans le cadre de la dernière convention médicale, l'avenant 9 porte un certain nombre de progrès, notamment des survalorisations de consultations parce qu'elles sont complexes, comme pour constituer le premier dossier d'accès à la MDPH, ou encore nous majorons les déplacements de médecins libéraux lorsqu'ils vont en établissement où il y a des personnes en situation de handicap. Alors ce que nous voulons améliorer et renforcer, bien sûr encore soutenir la recherche, le dépistage, le repérage, la prise en charge précoce des handicaps et des maladies, notamment rares. Nous devons encore faciliter les parcours de soins de qualité, prévenir les refus et les renoncements aux soins, en rendant plus accessibles les lieux de soins, en renforçant la coopération et la coordination entre les hôpitaux et le secteur médico-social via des temps de coordination financés et des systèmes d'information compatibles. Nous voulons renforcer les stages dans les ESMS pour les étudiants en santé. Nous voulons renforcer l'accessibilité à la télémédecine, renforcer la démocratie sanitaire pour les personnes en situation de handicap. C'est un gros dossier pour nous. Renforcer l'autonomie également en favorisant le remboursement des équipements et des aides techniques les plus innovantes. Et enfin, en faisant évoluer la liste des dispositifs médicaux pris en charge pour les personnes en situation de handicap. Voilà, il y a beaucoup à faire et la question était parfaitement pertinente, si vous me permettez. Alors, vous avez été particulièrement rapide, Olivier Véran. Il nous reste un peu de temps pour les questions de la salle. Vous avez tout l'écosystème de santé devant vous. On va commencer par une première question. Comment le candidat Macron souhaite innover en matière de vie, en matière de fin de vie, pardon. Comment pense-t-il impliquer les citoyens dans la réflexion politique? Alors, peut-être que le candidat Emmanuel Macron aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet dans pas très longtemps. Je ne sais pas s'il le fera ou non aujourd'hui. En tous les cas, si je me réfère à ce qu'il a déjà eu l'occasion d'exprimer sur la question, il avait fait état d'une possibilité d'une convention citoyenne. J'en reste là pour l'instant, en attendant d'en connaître davantage, comme vous, sur les propositions concrètes en la matière. Ce qui est certain, c'est que les questions de fin de vie traversent la société française depuis des années, qu'il y a en général une loi qui a lieu tous les 5 à 10 ans sur la question. La dernière, c'était la loi Claes-Leonetti, et qu'il faut qu'on soit capable de préciser les conditions du débat. À savoir que lorsqu'on parle de fin de vie, il y a la question du suicide assisté et ou la question de l'euthanasie dite active, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la mise en coma profond prolongée avec arrêt de l'alimentation et l'hydratation. Certaines personnes plaident pour qu'il puisse y avoir l'injection d'une dose létale d'un produit pour que la fin de vie soit accélérée. D'autres personnes préfèrent travailler sur la question du suicide assisté, d'autres souhaitent aborder les deux. En tout cas, c'est une question pour laquelle il n'y a pas de position morale à avoir, il n'y a pas une société qui est plus en avance par rapport aux autres. Il y a des gros travaux qui sont faits par des parlementaires. Je salue forcément Jean-Louis Touraine que je vois dans la salle et qui s'est particulièrement impliqué sur cette question. Alors, autre question, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de l'attractivité des métiers de soignants. Malgré les mesures du Ségur, la pénibilité du travail hospitalier, le travail de nuit en particulier, n'a pas été pris en compte. Que comptez-vous faire pour pallier cela ? Alors techniquement, nous prenons en compte la pénibilité encore plus depuis quelques mois, puisque nous avons majoré à 50 puis à 100% les heures supplémentaires, ce qui a permis d'ailleurs aux hôpitaux de tenir dans la période très difficile que nous avons rencontrée. Souvenez-vous, les fêtes de fin d'année, le début de l'hiver, cette nouvelle vague qui arrivait, c'était fondamental. Les soignants étaient au rendez-vous. Il était tout à fait légitime que l'État soit également au rendez-vous pour valoriser leur action. Le choix qui a été fait dans le cadre du Ségur de la santé et qui a obtenu un accord majoritaire des syndicats, chez les médecins, chez les paramédicaux, était le choix qui était de valoriser tout le monde. Toute la famille, je parle de famille, pardonnez-moi, j'en fais un peu partie, hospitalière au sens large. Et évidemment, d'appliquer au secteur privé non lucratif et au secteur privé lucratif les dispositions appliquées dans le secteur public, puisque je parle de famille. Et donc, ça a été le choix du complément de traitement indiciaire de 183 € net par mois. Ça a été le choix de la revalorisation des grilles salariales, ce qui n'empêche pas de se poser la question, demain, d'une prise en compte. Alors, il peut y avoir deux façons de prendre en compte. Ou on évalue chaque garde ou chaque permanence des soins, où on tient compte des professions, des spécialités, des modes d'exercice qui sont le plus soumises à permanence des soins.
Ça peut être encore des pistes de réflexion, ce sera sans doute mis sur la table dans le cadre des débats que nous aurons. Allez, autre question de la salle à présent, qui fait sans doute référence au scandale Orpea de ces dernières semaines. Allons-nous maintenir un financement public de structures privées de santé à but lucratif ? Je ne crois pas fondamentalement que le sujet soit la problématique en matière d'EHPAD soit public contre privé. Je pense que, d'abord, les soignants, quand ils s'exercent en EHPAD, que ce soit dans le public ou dans le privé, ils y vont avec la même vocation, avec la même détermination, la même écoute et les mêmes qualités humaines. Et ils ont tous les mêmes demandes. Hein. Donnez-nous les moyens d'exercer correctement nos missions auprès des résidents des établissements. Donc moi, je souhaite qu'on puisse extraire du sujet public contre privé en la matière. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a des acteurs du secteur privé qui ont fauté, il ne faille pas intervenir et agir, ce que nous faisons, et des enquêtes sont en cours, vous le savez, s'agissant du groupe que vous n'avez pas cité. En revanche, le gros enjeu, nous avons déjà augmenté de 10% le personnel dans les EHPAD. Nous avons augmenté les salaires dans les EHPAD. Nous augmentons très fortement la formation des professionnels pour demain dans les EHPAD. Nous renforçons la coordination médicale dans les EHPAD. Nous simplifions tout ce que nous pouvons pour renforcer le lien entre le médico-social et le sanitaire, je l'ai dit tout à l'heure. Demain, c'est vraiment cet enjeu de l'accompagnement au lit des résidents. Mais certains candidats vous diront peut-être, si je suis président ou si je suis présidente, j'ouvrirai 100 000 places d'EHPAD en plus. Formidable. Mais ce n'est pas ce que demandent les Français aujourd'hui. Les Français, ils nous demandent à pouvoir vieillir le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles chez eux. C'est pourquoi nous avons fait un geste important en direction des aides à domicile. C'est pourquoi nous nous appuyons sur les nouvelles technologies pour permettre aux personnes âgées de vieillir chez elles, proches de leur famille. Nous avons créé des congés proches aidants. Nous allons renforcer à l'avenir ces dispositifs. C'est à ça aussi que sert la 5e branche que nous avons identifiée. Je le rappelle, 2,4 milliards d'euros en plus pour les dépenses liées à la perte d'autonomie et handicap chaque année à compter de 2024. Et une dernière question peut-être qui concerne les DOM qui nous parvient face aux besoins spécifiques et aux problématiques sociétales des DOM. Pensez-vous mettre en œuvre les propositions du FHF du Ségur des Outre-mer ? Alors, il y a cette question totalement légitime du coefficient géographique. Vous savez que lorsque vous subissez un éloignement géographique, les coûts sont plus importants de transport, de matières premières, de gestion. Et donc il y a un coefficient géographique, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner par exemple 100, on va vous donner 110, 120 ou 130 en fonction du territoire dans lequel vous vous situez. Ça fait des années que les territoires ultramarins et les acteurs du monde hospitalier demandent une révision de ce coefficient géographique. Et j'ai souhaité confier à l'Inspection générale des affaires sociales une mission pour pouvoir étudier les conditions dans lesquelles nous pourrions faire évoluer cela. C'est peut-être la question que vous posez, à savoir est-ce que nous allons suivre les conclusions. Je ne veux pas mélanger les casquettes de ministre en charge et de représentant du candidat, donc il ne me revient pas de vous faire des annonces sur ce point, mais si vous êtes attentif à ce que j'ai eu l'occasion de dire au Parlement à l'occasion du dernier budget de la sécurité sociale, j'ai pris en la matière des engagements forts et je peux à nouveau m'engager devant vous à ce qu'il soit tenu si la situation se présente. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vois qu'une autre question vient de tomber. C'est vrai que tout à l'heure, elle a été soulevée aussi dans notre table ronde. La santé environnementale est un enjeu clé. Ravi de vous entendre sur ce sujet. Avez-vous des exemples d'actions pour la soutenir ? Oui. Non, j'ai parlé de la stratégie globale Une seule santé, qui est une stratégie qui fait sens quand elle est portée à l'échelle européenne. J'ai parlé de l'antibiorésistance, responsable de dizaines de milliers de morts chaque année dans notre pays, sans qu'on en parle finalement beaucoup. Mais au-delà de ça, on a tous dans nos territoires des expositions à des polluants, à des toxiques, on s'interroge. Est-ce que ça peut être responsable de malformations ? Est-ce que l'augmentation du taux de cancer observé ici serait liée à des facteurs environnementaux ? Nous devons penser la prévention, l'information, la formation des professionnels, la capacité d'agir sur place et sur site lorsqu'il y a un doute qui s'élève. Ça nécessite aussi de renforcer la coordination interprofessionnelle lorsqu'un événement arrive. Lorsque vous avez une catastrophe industrielle, être capable immédiatement de tenir compte de ce que les médecins du travail, par exemple, vont être capables de nous dire, puisque, par définition, ce sont eux qui sont les plus informés sur la nature des polluants ou des toxiques qui étaient possiblement dans l'usine qui a subi une catastrophe. Donc moi, je souhaite que nous puissions structurer à l'échelle des régions des cellules d'intervention, de formation et de formation à la santé environnementale. Je l'avais d'ailleurs dit dans mon discours de passation de pouvoir avec Agnès Buzyn. Je m'étais engagé à développer beaucoup ce volet. La crise sanitaire a eu cela qu'elle m'a empêché de développer tout ce que je souhaitais, mais je peux vous dire que nous avons cela, je parle nous globalement, dans le viseur évidemment pour les années à venir.
Voilà, il nous reste 1 minute 26, un peu court pour vous poser une autre question. Je vous dis donc merci Olivier Véran, merci beaucoup d'être venu représenter le candidat Emmanuel Macron. Et nous allons à présent accueillir dans quelques instants un autre candidat. La transition était toute effectuée puisque ce sera Yannick Jadot. Merci beaucoup Olivier Véran. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Cet après-midi devant le grand oral de la santé.